Ouverture du 28e congrès du Parti communiste à Moscou, Mikhail Gorbatchev critiqué par les conservateurs et les ultra-réformateurs, mais le numéro 1 soviétique s'accroche plus que jamais à son siège. Du rififi dans le ciel de France, les contrôleurs aériens d'Atis-Mons sont en grève. Conséquence, 60% des vols intérieurs annulés demain et 40% des moyens courriers. Madonna, la blonde pulpeuse, est à Paris. 3 concerts détonnants. Premier coup de hanche, première note de musique demain à Bercy. Bonsoir. Mort d'un athlète, mort invraisemblable. Dominique Bouet, le pilier de l'équipe de France de rugby, en tournée à Nouméa, a été retrouvé sans vie ce matin dans sa chambre d'hôtel. Il a été victime d'un arrêt cardiaque. Il avait 26 ans. Hervé Dutu. Dominique Bouet, 26 ans, à droite, venait de fêter sa 5e sélection en équipe de France samedi dernier à Sydney. À peine le temps de savourer la victoire face à l'Australie, à peine le temps de l'accolade à Nouméa. C'est tôt ce matin que le corps du pilier français a été retrouvé sans vie dans une chambre du Surf Hotel. C'est étouffé, ce qui a entraîné l'arrêt cardiaque. Mais comment il s'est étouffé? Écoutez, de toutes les façons, ce n'est pas terminé, l'enquête est en cours et pour l'instant, je ne tiens pas à en dire davantage. L'autopsie déterminera plus précisément la cause de ce décès et permettra sans doute de comprendre ce qui aujourd'hui demeure inexplicable. Pour l'heure, la fête est terminée, reste simplement la consternation et la tristesse. Les favoris du Tour de France ont du souci à se faire. Le Canadien Steve Bauer conserve le maillot jaune à l'issue de la 3e étape, Poitiers-Nantes, étape remportée par l'Italien-Argentine. Dominique Champeau. Cet homme qui se faufile entre les gouttes sur la route de Nantes est de nationalité italienne, mais il s'appelle Argentine. Comme quoi, l'actualité sportive sait parfois ménager quelques clins d'œil à ceux qui savent la provoquer. Lui, bien sûr, ne milite pas seulement pour le mondial de foot, il a pris sa chance à 50 km de l'arrivée, profitant de la mansuétude d'un peloton qui, une fois encore, se réveillera trop tard. Son avance, malgré les réactions tardives des sprinteurs, ne prendra jamais de proportions vraiment démesurées, mais restera stable jusqu'au bout. C'est donc avec 2 minutes et 29 secondes d'avance que Moreno Argentine franchira seul la ligne d'arrivée à Nantes. Une échappée qui lui permet de prendre place dans les 5 premiers du classement général, à 8 minutes 23 du Canadien Bauer, mais avec déjà plus de 2 minutes d'avance sur Roche, Lemond, Fignon et les autres. Mikhail Gorbatchev entre le marteau et l'enclume, entre les conservateurs et les progressistes, de plus en plus critiques à son égard. L'enjeu du 28e congrès du Parti communiste soviétique, qui s'est ouvert aujourd'hui à Moscou, est donc considérable pour lui, mais son habileté politique reste encore grande. Nathalie Ether. Quelques applaudissements polis, en tout cas peu d'enthousiasme pour le discours d'ouverture de Mikhail Gorbatchev. Pourtant, la morosité de ce début de congrès n'a pas desservi le numéro 1 soviétique. Premier constat en fin de journée, Gorbatchev est parvenu à réaliser un certain consensus autour de lui. Il a choisi la voie du centre, dénonçant tour à tour conservateurs et ultra-réformateurs. Trop d'apparatchiks ne se soucient que de défendre leur pouvoir et leurs privilèges, a-t-il déclaré. Quant à la crise économique et politique actuelle, c'est à Staline et à ses successeurs qu'il faudrait demander des comptes. Enfin, aucun cadeau pour les ultra-réformateurs, accusés de vouloir faire basculer le pays dans un régime bourgeois. Un discours qui semble avoir réussi au numéro 1 soviétique. 2 heures plus tard, certains réformateurs sont revenus sur leur décision de quitter le Congrès. Quant aux conservateurs, ils ont affirmé qu'ils soutiendraient Mikhail Gorbatchev. Mais celui-ci parviendra-t-il pour autant à surmonter les divergences qui agitent le PC soviétique depuis plusieurs semaines? Ce 28e congrès n'en est qu'à son premier jour. Nous reviendrons à 19h30 sur cet événement et sur les autres événements du jour que Jean-François Gringoire résume. Les Allemands de l'Est découvrent avec circonspection les charmes du capitalisme. À Berlin, partie Est, on ne s'est pas jeté ce matin sur les étalages abondamment pourvus. Prudent, on préfère mettre de côté ces nouveaux Deutschmark. Premier signe d'inquiétude en ce 2e jour d'union monétaire, des grèves d'avertissement dans plusieurs usines est-allemandes. Et puis dans la foulée, on annonçait aujourd'hui la présence probable aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92 et peut-être à Albertville, une sélection allemande unique. La Finlande n'accordera pas d'asile politique à Oleg Koslov, le jeune soviétique de 20 ans qui avait détourné un Tupolev d'Aeroflot sur Helsinki le 19 juin dernier. Motif, un accord conclu en 1974 entre l'URSS et la Finlande qui se sont engagés à remettre aux autorités de l'autre pays les personnes qui se rendent coupables de détournement.
Après avril et mai, nouvelle grève des contrôleurs du ciel demain, mercredi et jeudi. 40 à 60% des vols moyens courriers Air France seront annulés. Même chose pour 60% des vols Air Inter. Seuls les longs courriers décolleront normalement. Les contrôleurs du ciel estiment être insuffisamment nombreux pour assurer la sécurité d'un trafic qui a augmenté de 50% en 5 ans. Ils demandent aussi une augmentation de 3 à 5 000 francs par mois et une amélioration de leur retraite. Voilà pour les événements du jour. Quant à l'événement de la semaine, il aura lieu en France, à Paris, dès demain. Il tient en un nom, un seul, Madonna, Thierry Stamfler. Août 87, Madonna alors au sommet attire plus de 120 000 personnes au parc de Sceaux. Un régal pour les premiers rangs, mais une soirée frustrante pour les 3/4 de l'assistance. 3 ans plus tard, la prudence est de mise. 3 soirs à Bercy, une salle aux dimensions presque humaines. Il est vrai que Breathless, son dernier 33 tours, est beaucoup moins commercial que ses disques précédents. En revanche, son rêve de cinéma semble enfin en passe de se réaliser. Après plusieurs échecs, Dick Tracy, où elle se produit aux côtés de Warren Beatty, est un énorme succès aux États-Unis. Je ne cherche pas à choquer, je prône l'égalité, l'humanisme, des valeurs qui ne sont pas vraiment dans l'air du temps actuellement dans mon pays, les États-Unis. À Paris, Madonna et son staff semblent bien décidés à créer l'événement médiatique. Arrivée diffusée par toutes les chaînes de télé, ce matin, la star fait connaissance avec le pavé parisien pour un jogging pas vraiment improvisé. Vous avouerez qu'en matière d'air pur et d'intimité, on a déjà fait beaucoup mieux. Vous avez 15 secondes, Michel, pour le temps, pardon. Ça me donne envie de courir même sous la pluie. Eh bien, demain, ce sera un temps assez gris pour bon nombre d'entre nous. Je vous montrerai toutes les cartes. Eh bien, là, voici la carte. Un peu de soleil, même beaucoup de soleil sur le pourtour méditerranéen. Du vent. Attention de ne pas partir au large si vous allez vous baigner. Et puis ailleurs, eh bien, plus ou moins de pluie. Vous voyez, sur l'est, de la petite pluie. Ailleurs, ce sera un petit soleil. Vraiment, une petite journée. Merci, Michel. Je vous le promets, ce sera plus complet à 19h57, à l'issue de la 3e partie du 19-20. À tout à l'heure, 19h30, après votre journal régional. Congrès du Parti communiste soviétique, la perestroïka de Mikhail Gorbatchev vivement critiquée, mais le numéro 1 soviétique résiste et contre-attaque. Du rififi dans le ciel de France, les contrôleurs aériens d'Atismont sont en grève. Conséquence, 60% des vols intérieurs annulés demain et 40% des moyens courriers. Madonna, la blonde pulpeuse, est à Paris. 3 concerts détonnants. Premier coup de hanche, première note de musique, demain à Bercy. Bonsoir, 26 ans, 1m86, 108 kg, Dominique Bouet était un bel athlète, mais le pilier de l'équipe de France de rugby ne jouera plus. Il est mort dans une chambre d'hôtel à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, où le 15 de France séjournait à l'issue de sa tournée en Australie. Caroline Sins. Samedi, dernier test match de la France contre l'Australie. C'est aussi le dernier match de Dominique Bouet. C'est la 5e sélection en équipe de France de ce jeune pilier de Dax, 26 ans, 1m86, 102 kg. Le lendemain, le 15 de France quittait Sydney pour Nouméa. Voici les dernières images de Dominique Bouet, celle de la fête, celle de la vie, tout simplement. Dans la nuit, Dominique Bouet mourait seul dans sa chambre d'hôtel. Le matin, un des joueurs retrouvait son corps inanimé, étendu entre le lit et la salle de bain. Arrêt cardiaque par anoxie. Qu'est-ce que vous en pouvez? C'est-à-dire qu'il s'est étouffé, ce qui a entraîné un arrêt cardiaque. Mais comment il s'est étouffé? Écoutez, de toutes les façons, ce n'est pas terminé, l'enquête est en cours et pour l'instant, je ne tiens pas à en dire davantage. Parmi le 15 de France, c'est la stupeur, le chagrin de toute une équipe, de ceux qui étaient aussi ses amis. Jacques Fauroux en pleurs et tous les joueurs lui ont rendu un dernier hommage entouré de 3000 personnes. Louis Armary, pilier de l'équipe de Lourdes, le dernier à avoir vu vivant Dominique Bouet, a reçu son maillot des mains de Jacques Fauroux, le maillot que Dominique portait lors du match de samedi, un match qui restera gravé dans les mémoires de chaque joueur et une dernière accolade qui devient le dernier adieu d'un capitaine à son protégé. La mort de Dominique Bouet n'est pas liée au rugby, autrement dit, ce ne serait pas une conséquence de son dernier match. C'est un arrêt cardiaque par anoxie qui s'est produit en pleine nuit et en plein sommeil. Hervé Dutu a demandé une explication
au docteur Cousteau, cardiologue et médecin des équipes de France de tennis. Écoutons-le. On peut dire qu'il a vomi dans ses bronches pendant son sommeil. C'est donc, hélas, une complication de la troisième mi-temps. Il n'était ni cardiaque ni pulmonaire, puisqu'il venait de jouer un match avec l'équipe de France. Et lorsque l'on vomit dans ses bronches, on meurt en quelques minutes. C'est la raison pour laquelle on couche les nourrissons sur le ventre. Comme ça, s'ils vomissent sur les draps et non dans leurs bronches. Aurait-il pu être sauvé? Alors, il aurait pu être sauvé si l'incident, le drame, s'était passé devant un témoin qui l'aurait fait revomir de ses bronches qu'il venait d'inhaler. Mais bien entendu, au bout de 3 minutes, il n'y a plus de circulation sanguine ni cérébrale, et donc c'est la mort. Donc s'il n'y a pas de témoin, c'est la mort obligatoire, par noyade. Selon vous, c'est la conséquence d'une troisième mi-temps trop arrosée? Je ne vois pas d'autre explication pour qu'un homme sain, malheureusement, se mette à vomir tout d'un coup dans son sommeil. Donc, bien sûr, il s'agit d'un trouble digestif, quelle qu'en soit l'explication. La troisième mi-temps au rugby est hélas, ou heureusement en général, quelque chose qui est bien connu. En Europe, la coïncidence entre deux événements illustre bien les changements considérables qui se produisent. Une puissance est en train d'apparaître, de réapparaître. C'est l'Allemagne qui n'a plus qu'une seule monnaie à l'Est comme à l'Ouest, le Deutsche Mark. Une puissance est en train de décliner. C'est l'Union soviétique qui souffre de difficultés économiques et de divisions politiques. Cela se voit d'une manière spectaculaire au 28e congrès du Parti communiste soviétique. Mikhail Gorbatchev est critiqué à la fois par les conservateurs et les progressistes, et il devra choisir une voie médiane, une voie centriste pour s'en sortir, un comble au pays de Lénine. Jérôme Catala. À l'extérieur du palais des congrès du Kremlin, à peu près 300 manifestants anticommunistes. Pas de quoi effrayer Mikhail Gorbatchev qui devait affronter à l'intérieur les 4683 délégués du parti. D'entrée, les réformateurs qui avaient envisagé de quitter le congrès ont finalement décidé de rester, pour l'instant. À l'autre bout de l'échiquier politique, les conservateurs et notamment le nouveau chef du PC de Russie, Ivan Poloskov, ont, eux, affirmé qu'ils ne présenteraient pas de candidat contre Gorbatchev. Dans ce contexte plus favorable que la semaine dernière, le numéro 1 soviétique a développé ses propositions dans un rapport introductif pendant 2h30. Élément nouveau, Mikhail Gorbatchev a reconnu une certaine responsabilité du parti et du gouvernement, notamment en ce qui concerne le problème des nationalités et la situation économique. Même si, comme d'habitude, il a évoqué le lourd héritage de la stagnation stalinienne. Dans la salle, pas un sourcillement, pas une réaction, quand Gorbatchev dénonce pêle-mêle les forces conservatrices et celles qui veulent entraîner l'URSS sur les rails du capitalisme, avec, au bout de son raisonnement, une seule solution, la perestroïka et des réformes radicales sans lesquelles l'Union soviétique deviendrait une puissance de second rang. Mikhail Gorbatchev a 10 jours pour convaincre le Congrès, 10 jours au cours desquels une nouvelle direction doit être élue et de nouveaux statuts élaborés, de quoi vérifier si le secrétaire général tient bien en main son parti. Un cas unique sans doute dans l'histoire des civilisations, tout un peuple annexé mais heureux. Le peuple est-allemand est en effet ravi d'adopter la monnaie de l'autre Allemagne en attendant d'adopter son mode de vie. On comprend qu'ils s'en réjouissent. Marie-Hélène Tichou. Durant tout le week-end, on s'est activé dans tous les magasins de RDA et les rayons sont remplis de marchandises, de denrées importées de l'Ouest. Mais ce n'est pas la grande frénésie d'achat. Les consommateurs comparent d'abord les prix et achètent ensuite, comme ici à Berlin. Bonne surprise pour le panier de la ménagère, les fruits et légumes frais sont à des prix enfin abordables. Jusqu'à maintenant, ils étaient introuvables ou hors de prix. De fait, les prix des biens de grande consommation ont modérément augmenté malgré la suppression des subventions d'État. Même scène à Leipzig, les consommateurs s'intéressent fortement aux télévisions. Avant, elles étaient au minimum 20% plus chères et surtout de moins bonne qualité. Beaucoup se laissent tenter. En revanche, chez le boulanger, l'ambiance est morose. Le pain a vu son prix multiplié par 5, comme pour le lait, et ça grogne devant la vitrine. On veut bien payer aussi cher, mais la qualité de notre pain est restée la même, alors que le prix a augmenté. De façon générale, les Allemands de l'Est restent prudents et modérés avec leur porte-monnaie. Selon les dirigeants des deux Allemagnes, les mois à venir seront placés sous le signe des difficultés économiques. Plusieurs entreprises nationales de RDA risquent de mettre la clé sous la porte. Criblées de dettes, elles seront incapables de payer leurs employés en Deutsche Mark. La note très optimiste, on l'a trouvée à la bourse de Francfort. Les cambistes parient sur un raffermissement de la monnaie allemande contre les monnaies du système monétaire européen, du moins si l'unification continue à bien se passer.
En France, prenez vos précautions si vous vous apprêtez à prendre l'avion demain. Les aiguilleurs du ciel du centre d'Atis-Mons, le centre le plus important du pays, seront en grève jusqu'à jeudi soir. 60% des vols Air France et Air Inter risquent d'être annulés. Les raisons de ce nouveau mouvement d'humeur, par Laurent Mazurier et Guy Nevers. Comme en avril et comme en mai, les aiguilleurs du ciel d'Atis-Mons protestent contre les sous-effectifs. Car s'ils travaillent toujours 32 heures par semaine, ils ont à surveiller plus d'avions, le trafic aérien ayant augmenté de 50% en 5 ans. Et plus d'avions, cela signifie plus de responsabilités et plus de stress. Et comme en avril et comme en mai, leur grève va donc se faire sentir, cette fois auprès des vacanciers. Si on devait rencontrer des usagers, on leur dirait qu'on travaille pour leur sécurité et pour que dans les années qui viennent, ils puissent prendre l'avion en toute tranquillité, en toute régularité. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas contraints à attendre au sol parce qu'il manque du personnel pour assurer la surveillance de leur vol. Le manque de personnel pourtant est comblé. 300 personnes ont été recrutées depuis 1988, mais encore en formation, elles ne seront opérationnelles qu'en 1991. D'ici là, les contrôleurs aériens veulent toucher 3 à 5 000 francs de plus par mois et qu'on se préoccupe de leur retraite. Je gagne à l'heure actuelle 20 000 francs par mois, à 42 ans. Lorsque j'aurai 55 ans de retraite, j'en toucherai la moitié, c'est-à-dire moins de 10 000 francs par mois. C'est le seul pays au monde, au niveau des retraites, au niveau du métier de contrôleur, qui se trouve dans cette situation absolument inadmissible. En attendant, demain, 40 à 60% des vols moyens courriers d'Air France seront annulés. En revanche, aucun impact sur les longs courriers. 60% des vols intérieurs assurés par Air Inter seront supprimés, sauf ceux en provenance ou à destination de la Corse. Pour tout renseignement, adressez-vous à Air France au 43 20 11 55 ou sur Minitel, code AF, Air Inter au 45 39 25 25 ou sur Minitel, code Air Inter. Chaban dit non à Le Pen. Le Front National avait prévu de tenir son université d'été à Bordeaux, mais le maire de la ville n'en veut pas. Il l'a déclaré tout à l'heure. Nous devrions avoir sa déclaration au cours de ce journal. L'intégrisme politique auquel s'opposent désormais de nombreux élus modérés de droite et de gauche s'accompagne souvent d'un intégrisme religieux auquel s'opposent de nombreux catholiques. On l'a vu hier à la cathédrale de Pontoise, dans le Val d'Oise, près de Paris. Des incidents ont eu lieu à l'occasion de la messe. Le calme est revenu aujourd'hui, mais les intégristes sont, semble-t-il, décidés à récidiver. Reportage de Nathalie Darigrand et Patrick Floimont. La cathédrale Saint-Maclou de Pontoise fermée, aurait-on oublié la tempête du week-end? Malgré le calme revenu, on est encore sous le choc. Une bousculade entre catholiques sous le toit de Dieu, ça fait toujours mauvais genre. J'ai de la peine. J'ai de la peine pour eux, d'abord, parce que c'est une forme d'aveuglement. Et puis j'ai de la peine aussi pour les personnes, pour les fidèles qui se trouvaient là et qui ont quand même été molestés. Voilà pour les regrets, reste le conflit. Que faire de ces catholiques traditionnalistes, résolus et très virulents? Il s'agit d'un combat entre catholiques, et un combat catholique est toujours un combat frontal. Il n'y a pas de dessous. Il faut dire la vérité, il faut quelquefois se heurter pour obtenir une bonne solution. Malheureusement, ces personnes n'appartiennent plus à l'Église catholique, dans la mesure où elles le disent elles-mêmes dans leurs déclarations et dans leurs tracts, que leur évêque c'est Monseigneur Lefebvre et leur prêtre c'est le clergé de Monseigneur Lefebvre. Des traditionalistes en fait très divisés. Certains ont déjà accepté les lieux de culte mis à leur disposition par l'Église, tandis que les autres, les plus extrémistes, affirment que leur bataille ne fait que commencer. Je faisais allusion à l'instant à la déclaration de Jacques Chaban-Delmas. Elle provoque, il fallait s'en douter, une polémique avec Jean-Marie Le Pen. Reportage de Philippe Dessevski et Marc Doux. Après une semaine de réflexion, Chaban dit finalement non à Le Pen. Par les menaces très sérieuses de troubles, de violences, d'incidents qui procèdent des protestations vigoureuses émises toute la semaine dernière contre cette organisation et aussi des informations que j'ai reçues selon lesquelles une partie des protestataires s'apprêtait à s'unir précisément pour lutter physiquement contre cette présence. Pour Jean-Marie Le Pen, cette décision est une violation des libertés fondamentales. L'interdiction du maire de Bordeaux a été prise selon lui sous la pression du grand rabbin Citruc. Je suis scandalisé, je le dis franchement. Et je crois que le grand rabbin Citruc prend là
des responsabilités en agressant directement le Front National dans son rôle de parti politique français. Et je crois qu'il ne mesure pas, ou alors il mesure tout à fait les conséquences que cela peut avoir. À demi-mot, Jean-Marie Le Pen laisse entendre qu'un antisémitisme des militants du Front National pourrait se justifier après la décision prise par le maire de Bordeaux. La maison d'Isieux sera finalement transformée en musée. L'association du Mémorial d'Isieux a réussi à l'acquérir. L'acte de vente a été signé ce matin. 43 enfants juifs qui se trouvaient dans cette maison avaient été déportés à Auschwitz sur l'ordre de Klaus Barbie. Leurs photos, leurs lettres et leurs dessins seront exposés. Claire Sébastien. Par une simple signature, la mémoire vient de l'emporter sur la spéculation. L'acte de vente de cette maison, pas comme les autres, réunissait ce matin l'ancienne propriétaire Marie Thibaudier et les nouveaux, le président de l'association du futur musée mémorial d'Isieux. Une tractation attendue depuis de longs mois et qui avait suscité de nombreuses polémiques. Finalement, 1 700 000 francs ont pu être réunis grâce au soutien du ministère de la Culture, des collectivités et, chose exceptionnelle, d'une souscription publique. Isieux, une maison toute simple, une ancienne colonie de vacances mais lourde d'un passé douloureux. C'est ici qu'a eu lieu, au matin du 6 avril 1944, la rafle de 43 enfants juifs qui, sur l'ordre de Klaus Barbie, furent déportés à Auschwitz, fusillés ou gazés. Une mobilisation générale, parfois musclée, s'était installée autour de la maison afin que celle-ci ne soit pas vendue à des promoteurs. Depuis le 45e anniversaire de la rafle, en avril dernier, le président de la République s'était même engagé pour qu'un musée pédagogique soit créé en ces lieux. C'est chose faite ce matin, Isieux est rendu à l'histoire. Les musulmans célèbrent aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Kébir. La tradition veut que des moutons soient sacrifiés. Cela avait posé des problèmes dans plusieurs villes de France l'année dernière. Problème apparemment résolu, l'exemple de Bordeaux, vu par Josiane Bouillet et Bernard Roustin. Célébré par l'ensemble du monde musulman, l'Aïd el-Kébir a pris aujourd'hui à Bordeaux un tour inédit grâce à l'accord passé entre les organisations musulmanes, les élus de la communauté urbaine de Bordeaux et les responsables des abattoirs municipaux. Choisis et achetés hier sur pied par les familles, plus de 600 moutons ont donc été abattus ce matin en toute légalité, mais par l'imam sacrificateur selon le rite musulman. Pour ce qui concerne les musulmans, on arrête l'abattage clandestin, ce qui fait qu'eux-mêmes n'ont déjà plus l'impression d'être des bandits et de le faire un petit peu en dehors, et de le faire en dehors des lois. Là, ils le font de manière au grand jour, clairement. Ils bénéficient aujourd'hui du label des services vétérinaires, donc leur viande est saine et c'est certain, ce qui ne se faisait pas auparavant. Pour les pouvoirs publics, eh bien, ils vont faire l'économie des forces de police qui étaient envoyées dans les différents endroits. Et donc cette opération a été possible parce que tout le monde a ramé dans le même sens et a cherché une solution raisonnable. Fête du sacrifice, l'Aïd el-Kébir est aussi celle du pardon et du partage. Ce soir, famille et amis vont se réunir. La fête n'aura sans doute pas l'ampleur qu'elle revêt au Sénégal ou au Maroc, mais le rite aura été respecté et aujourd'hui, à Bordeaux, un pas a sans doute été fait vers plus de compréhension et de tolérance. Marie-Odile Pagnès résume les autres événements du jour couverts par notre réseau régional. Reprise du trafic transmanche hier après-midi dans les ports de Calais et Dieppe. Après 13 jours de grève, les marins ont levé le blocus et les ferries ont pu appareiller normalement aujourd'hui. Les grévistes continuent toutefois l'occupation du jumbo ferry, le Fiesta. Ils protestent contre les horaires de travail imposés par leur direction. Après les violents orages de ce week-end, le bilan parfois très lourd. Des cultures céréalières détruites à 100% et des dizaines de maisons endommagées dans plusieurs communes de la Haute-Saône. En Moselle, on compte plus d'1 millier de voitures abîmées par les grêlons. Dans toute la région, l'armée a dû prêter main forte aux pompiers pour faire face aux dégâts. Un moment d'inattention des parents, un enfant qui ne retrouve plus sa famille parmi la foule des vacanciers. Chaque année, près de 1000 enfants se perdent sur les plages de France. Les recherches coûtent cher et sont parfois difficiles. La solution offerte par les sauveteurs en mer, un bracelet fluorescent portant le nom et l'adresse de l'enfant pour que, selon le slogan, l'eau salée n'ait pas le goût des larmes. Un comité de soutien à Roger Rocher, l'ex-président de l'AS Saint-Étienne, a été condamné vendredi dernier à 4 ans de prison, dont 18 mois fermes et 200 000 francs d'amende dans l'affaire de la caisse noire du club. Mais les habitants de son village de Saint-Genès-de-Malifaux ne le laissent pas tomber. Ils sont près de 2000 à s'être rassemblés pour lui témoigner leur solidarité.
Brigitte Bardot a encore un long chemin à faire. L'Afrique du Sud prévoit de tuer, de massacrer, devrais-je dire, 30 000 phoques, malgré les protestations des écologistes. Marie-Christine Pierre. Des phoques pourchassés et tués à coups de gourdin. Des images terribles qui avaient mobilisé tous les mouvements de défense des animaux. Ces scènes de chasse risquent de se reproduire. Pas au Groenland cette fois, mais sur les côtes sud-africaines. Le gouvernement sud-africain a en effet annoncé son intention de tuer 25 000 bébés phoques et 5 000 adultes mâles le mois prochain. Motif invoqué, ces mammifères marins causent trop de dommages aux bancs de poissons. Tout a été prévu pour rentabiliser cette opération. Les peaux devraient être exportées vers Taïwan pour la confection de gants et de bonnets. Leur chair ira alimenter les élevages de poulets sud-africains. Enfin, les glandes sexuelles des mâles sont très recherchées en Extrême-Orient. Elles ont, paraît-il, des vertus aphrodisiaques. C'est une nouvelle bataille entre pêcheurs et écologistes qui s'engagent. Pour les marins, un phoque adulte mange entre 1 tonne et 1,5 tonnes de poissons par an. Ils sont 1 200 000 phoques en Afrique du Sud. Les mouvements de défense des animaux, eux, jugent cette opération archaïque et complètement inutile. Les petits protégés de Brigitte Bardot vont, une fois encore, déclencher les passions. Des moutons ont participé aujourd'hui au Tour de France cycliste. Cela a provoqué quelques incidents, mais les coureurs ont réussi à terminer leur 3e étape entre Poitiers et Nantes, étape remportée par l'Italien Argentine, Dominique Champeau. Cet homme qui se faufile entre les gouttes sur la route de Nantes est de nationalité italienne, mais il s'appelle Argentine. Comme quoi, l'actualité sportive sait parfois ménager quelques clins d'œil à ceux qui savent la provoquer. Lui, bien sûr, ne milite pas seulement pour le mondial de foot, il a pris sa chance à 50 km de l'arrivée, profitant de la mansuétude d'un peloton qui, une fois encore, se réveillera trop tard. Son avance, malgré les réactions tardives des sprinteurs, ne prendra jamais de proportions vraiment démesurées, mais restera stable jusqu'au bout. C'est donc avec 2 minutes et 29 secondes d'avance que Moreno Argentine franchira seul la ligne d'arrivée à Nantes. Une échappée qui lui permet de prendre place dans les 5 premiers du classement général, à 8 minutes 23 du Canadien Bauer, mais avec déjà plus de 2 minutes d'avance sur Roche, Lemond, Fignon et les autres. Italie, Argentine, Allemagne, Angleterre, voilà les 2 demi-finales que vous verrez demain sur Antenne 2 et après-demain sur FR3. Évidemment, l'Italie et l'Allemagne sont favorites, mais l'Angleterre et l'Argentine ont une telle chance pendant tout ce mondialé qu'il ne faut rien exclure. Alain Dorgans. Dialogue nord-sud dans ce mondialé et choc interculturel. D'un côté les anglo-saxons entre eux, de l'autre les latins en famille. La squadra azzurra parviendra-t-elle à atteindre sa 5e finale aux dépens de l'Argentine de Maradona? Probable si on se réfère au bilan très favorable de l'Italie, 6 victoires, 4 nuls pour une seule défaite. Puis les Italiens seront poussés par tout un peuple. L'Italie croit en sa bonne étoile l'avant-centre Salvatore Schillaci, à qui il est désormais demandé un miracle par match. À ses côtés, l'ingénieux Roberto Baggio, le joueur le mieux payé de la planète. L'entraîneur Vicini a choisi le ticket offensif. En face, Maradona, qui d'un seul geste technique peut faire basculer la rencontre. Les champions du monde en titre ont prouvé leur solidité défensive et leur art de faire déjouer l'adversaire. Puis Diego, inarrêtable, balle au pied, peut avoir recours aussi à la main du ciel. Maradona exacerbe également les rivalités. Le public napolitain risque d'être divisé. Le capitaine argentin est-il aussi aimé au pied du Vésuve qu'il est honni dans le reste du pays? Car à Naples, on est napolitain avant d'être italien. Un RFA Angleterre possède toujours un cachet particulier depuis le mémorable affrontement des Coupes du Monde. 1966, victoire de l'Angleterre en finale et 1970, victoire de la RFA en quart de finale. Contrairement à l'Angleterre, si une équipe n'a pas traversé son mondial dans la grisaille, c'est bien la RFA de Franz Beckenbauer, l'équipe la plus déliée et la plus complète de son histoire. L'Angleterre devra s'afficher au maximum pour pousser les Allemands dans leur dernier retranchement. Angleterre RFA, la demi-finale du réalisme, Italie-Argentine à la plus forte charge émotionnelle. Déception à Wimbledon, il n'y a plus de Français, il n'y a plus de Françaises avec les défaites cet après-midi de Guy Forget face au Suédois Bergström en 4-7. Défaite également de Nathalie Herman face à la Bulgare Malieva et de Nathalie Tosia battue par Sabatini. C'est une fausse blonde, mais elle chante juste et son arrivée suscite un véritable
événement à Paris, un événement qu'elle s'est d'ailleurs très bien géré sur le terrain médiatique, comme on dit. Reportage de Christian Decarné et de Thierry Stampfler sur Madonna. Gros bras et Mercedes noire, le rituel du Star System s'est mis en place hier soir pour l'arrivée de Madonna à Paris. La chanteuse n'a pas voulu prendre le risque de l'anonymat même relatif. Séquence suivante, 12h30 ce matin, départ du jogging le plus médiatique de l'année. Quelques fuites soigneusement organisées et quelques dizaines de curieux passent leur journée devant un grand hôtel parisien. Bref, la routine du show business rendue peut-être un peu plus nécessaire cette fois par le relatif insuccès de Breathless, le dernier 33 tours de Madonna. L'album est intéressant musicalement, mais beaucoup moins grand public que d'habitude. Vous savez, aux États-Unis, certains groupes sont si conservateurs qu'on peut être fier de les choquer. Les gens qui me suivent savent faire la part des choses. Au chapitre des indiscrétions, et si l'on en croit la presse spécialisée, Madonna aurait quitté Warren Beatty après une liaison de 9 mois. Voilà qui rend encore plus attrayant leur face-à-face au cinéma dans Dick Tracy. Énorme succès aux États-Unis et sortie prévue en France fin septembre. No grief for lips. I'm wearing black underwear. Pour la musique, rendez-vous demain soir à Bercy, puis mercredi et enfin vendredi. Vous apprécierez l'éclectisme de la Troie après le moderne, le classique, un grand classique ce soir, avec la femme du boulanger de Marcel Pagnol, avec évidemment Rému dans le rôle principal. Marc Hautement, classique lui aussi, vous présentera les informations de Soir 3 à 22h50. Michel Touret vous donnera tout à l'heure, dans quelques secondes, toutes les prévisions sur le temps qu'il fera demain en France. Je vous retrouve demain à 19h avec Élise Lucet. Bonsoir, bonne soirée.